Bonjour à tous et bienvenue sur Castor. Pour cet épisode 22, nous avons la chance d'accueillir Louise Monnier. Louise vous raconte son métier d'interne en pédiatrie, elle qui est désormais à Bac+11, donc 11 années d'études après la fin de son lycée. Qu'est-ce qu'elle fait réellement de ses journées? Comment s'est passée sa première année? Est-ce que c'était ça, le moment le plus dur de son cursus? Je la pousse à rentrer pour vous dans les détails de son métier et à vous partager ensuite, sans détour, tout le cheminement d'un étudiant en médecine. Que ce soit le choix de la fac, des stages lors de l'externat, le concours de 6e année, évidemment, et le passage vers l'internat, cette fois-ci avec ce fameux classement qui décide de tout. Comme d'habitude, nous vous mettons les temps forts en descriptif de l'épisode afin de vous permettre de naviguer efficacement dans le contenu qui vous semblera important. Bonne écoute sur Castor et à très vite. Vas-y Feu, on va se lancer. Vas-y, bon. Hello Loulou, je suis content d'avoir sur ce podcast Loulou, c'est la première fois que j'enregistre une interview à 4. Parce que si on compte bien, il y a toi, il y a moi, il y a Gusty dans tes bras qui est en train de bâiller. Qui va s'endormir, j'espère. Il y a la tête qu'il a. Et il y a Pazou, pas loin, Pazou qui est le chien de la famille. Il dort aussi. Il dort aussi. On a discuté un peu le temps que tout le monde s'endorme. Donc on est tous les deux. Mais si à un moment donné, comme je te disais, tu sens que tu as besoin d'aller voir l'un ou l'autre, n'hésite pas quoi. Pas de Avec problème. Loulou, je te réexplique rapidement le contexte de Castor. C'est moins pour toi que pour les gens qui vont nous écouter. Le contexte de Castor, c'est qu'on interviewe les gens sur leur métier et leur parcours pour inspirer ceux qui nous écouteront à soit suivre leur voie, soit s'inspirer de moments de vie, tu vois, qui leur parleront. Donc c'est un peu ça le pourquoi du podcast. Et on le fait en 3 phases. Phase 1, métier, phase 2, parcours, phase 3, projection sur le futur. Voilà. Parfait. On va commencer par le début. Est-ce que tu peux me donner ton métier, l'intitulé de ton poste? Donc, je suis pédiatre. Et pour être plus précise, actuellement, je suis toujours interne en pédiatrie. D'accord. Quand tu dis « je suis toujours interne en pédiatrie », ça veut dire que tu ne le seras plus quand? Ça veut dire que je serai plus... Là, je serai plus à partir de mai 2025. Et après, il y a un autre statut qui existe qui s'appelle docteur junior, pour lequel j'ai encore 2 ans, qui est un peu entre l'internat et le post-internat. C'est nouveau là depuis quelques années. Et ça se finit dans du coup 2 ans et demi. Et je serai vraiment titulaire chef dans 2 ans et demi, globalement. La date de fin, en mai 2025, elle marque la date de fin de tes études en pédiatrie? Non, parce que justement, le docteur junior fait partie encore des études de pédiatrie. Donc on va dire que ce sera plutôt 2027, vraiment ma fin d'études de pédiatrie. Donc ils ont ajouté 2 ans de docteur junior en plus des années d'études, ce qui fait qu'ils ont rallongé en fait la durée totale des études que tu suis toi en pédiatrie. Alors moi, dans mon cas personnellement, oui, ça a rajouté parce qu'avant c'était un internat de 4 ans de pédiatrie, donc là j'ai fait 4 ans. Et on rajoute des années de docteur junior. Moi, c'est un cas très particulier de 2 ans de docteur junior parce que je vais faire de la réanimation pédiatrique et ça, on en parlera après. Mais dans la plupart des spécialités et en pédiatrie en général, toutes les autres surspécialités même de pédiatrie, c'est que 1 an de docteur junior. D'accord. Je pose la question parce que j'essaye de suivre aussi dans la temporalité, un peu comment est-ce que tu évolues dans tes études et quand est-ce que tu les finis pour passer d'un statut à l'autre. Si on revient sur du coup ce statut d'interne en pédiatrie, aujourd'hui, est-ce que tu peux décrire les missions que tu as au quotidien? C'est quoi ce que fait un pédiatre? Alors, un interne en pédiatrie, donc déjà, il va choisir un stage tous les 6 mois dans différentes surspécialités, puisque la pédiatrie, c'est un peu particulier. Il y a un grand champ de surspécialités. Et du coup, on va être interne, donc ça veut dire qu'on va être à l'hôpital. Dans 95% des cas, on choisit un stage à l'hôpital. Et on va être dans un service et le déroulement normal des choses, c'est le matin, on arrive, on fait les prescriptions de nos patients. On a en général 5 à 10 patients par interne dont on s'occupe tous les jours. Et donc, on va aller les voir, on va voir on va les examiner, on va leur faire leur prescription. Et après, l'après-midi, il va y avoir des patients qui vont sortir de l'hôpital. Donc, on va devoir les faire sortir, leur donner les papiers de sortie. Et des patients qui vont entrer, donc on va devoir les accueillir, leur faire leurs nouvelles prescriptions, essayer de savoir ce qu'ils ont. Et voilà, globalement, comment se passe la journée en général, évidemment, puisque ça dépend un peu de chaque service. Si tu devais prendre une prescription en particulier, et si tu devais nous décrire comment tu t'en occupes, genre par exemple un exemple de personne qui rentre à l'hôpital Okay. en pédiatrie, il a quoi? Il peut avoir quoi comme sujet?
Alors, la plus grosse maladie qu'on retrouve en pédiatrie, disons, donc là, je prends le cas de la pédiatrie générale, le service de pédiatrie générale d'hospitalisation, ça va être la bronchiolite, dont on parle beaucoup en plus. Donc, c'est une pathologie qu'on retrouve quand même beaucoup plus l'hiver que l'été. C'est en fait un rhume qui se finit mal et qui tombe un peu dans les bronches et qui fait que l'enfant a du mal à respirer. Surtout ça atteint surtout les petits. Enfin, en tout cas, c'est les petits qui vont être hospitalisés parce qu'ils vont avoir beaucoup de mal à respirer. Parce qu'en fait, ils respirent qu'avec le nez jusqu'à 6 mois. Donc, s'ils ont le nez bouché, ils peuvent plus respirer. Mm. Donc, il y en a même des petits qui peuvent être hospitalisés parce qu'ils ont un rhume. Mais en fait, comme ils n'arrivent plus à respirer, il faut qu'ils soient en permanence surveillés, qu'ils soient en permanence aspirés, enfin qu'on leur aspire leurs sécrétions, etc. Et du coup, donc ça, c'est le cas le plus fréquent qu'on peut retrouver en pédiatrie. Et donc, quand il arrive, globalement, ça, c'est des prescriptions très simples dans ce cas-là. C'est vraiment du Doliprane et surtout faire des lavages de nez par les infirmières. D'accord. On n'a pas beaucoup plus de choses. C'est marrant, je te vois rebondir devant moi avec Gusty dans tes bras. Donc Gusty, pour rappel, pardon, il a 2 mois. Il est en train de faire des petits bruits en s'endormant doucement là. Et il y a Loulou qui rebondit sur son fauteuil pour qu'il soit calme dans une position qui Pour le bercer, pour le bercer. C'est très exceptionnel. important. Donc lui, il n'a pas eu encore de bronchiolite. Non, il a eu un rhume, mais je lui ai bien lavé le nez, ce qui a fait que ça s'est pas aggravé. D'accord, c'était juste pour moi me familiariser avec le type de prescription que tu as dans les patients qui rentrent à l'hôpital. Pédiatrie, juste pour rappel, c'est de quel âge à quel âge? Pédiatrie, c'est de 0 à 18 ans en général. Après, les enfants à partir de 15 ans, ils peuvent aller aux urgences adultes et être hospitalisés chez les adultes. Donc, on va dire que c'est plutôt 0 à 15. Et les âges où il y a le plus de personnes hospitalisées, c'est surtout les tout petits, donc avant 1 an globalement. Et après, c'est plus des pathologies chroniques. Donc là, ça peut être un peu tous les âges. Et ça va être dans des services spécialisés, genre de néphrologie s'ils ont des problèmes de reins, etc. Quand est-ce que tu as décidé de faire de la pédiatrie, toi? Moi, j'ai décidé assez tard, donc après les 6 années de tronc commun, on a le concours de l'internat. Et en fonction du classement de ton concours, tu choisis ta spécialité et ta ville. Et donc, moi, j'ai choisi à ce moment-là parce que j'avais beaucoup de choses qui me plaisaient. Ce que je savais, c'est que je voulais faire de la médecine, pas de la chirurgie. Déjà, c'était un gros point. Et ensuite, j'étais intéressée par plusieurs spécialités. J'aimais bien la cardio, la pneumo, la médecine interne. Et finalement, ce que j'aimais beaucoup, c'était la réanimation. C'est d'ailleurs pour ça que finalement, je vais faire de la réanimation pédiatrique. Mais en réanimation, il y a aussi de l'anesthésie. Et ça, c'était quelque chose qui me plaisait pas trop. Parce que c'est l'ambiance du bloc opératoire, assez froid, où les gens ne se connaissent pas forcément. Donc ça, j'aimais moins. Et c'est quand même la moitié de son internat. Donc, je m'étais dit que j'allais pas faire ça. Et du coup, en pédiatrie, je me suis dit que j'allais encore avoir ces 5 années, justement, pendant ces 5 ou 6 années d'internat pour pouvoir me réorienter en fonction de ce que je voulais. Et surtout, ça permet d'avoir un champ de pratique extrêmement étendu. Ça veut dire qu'on peut faire à la fois de l'hôpital, à la fois de la ville, qu'on peut se surspécialiser ou rester généraliste. Donc, ça permettait de se laisser le temps aussi plus tard de choisir une voie ou une autre, sachant qu'on peut aussi changer au cours de sa vie. J'avais peur, en faisant par exemple de la médecine interne ou de la réanimation, de devoir toujours travailler à l'hôpital, même si le jour J où j'ai choisi l'internat, je me suis dit j'adore l'hôpital, c'est ça que j'ai envie de faire. Mais en fait, je ne savais pas comment j'allais réagir avec un enfant, 2 enfants, si j'avais envie d'avoir une vie plus calme, un rythme de vie plus calme. Et donc, c'était ça aussi qui m'a poussé à faire de la pédiatrie. Et puis aussi, j'étais passée en pédiatrie pendant un stage d'externat, donc en 5e année. Et j'avais beaucoup aimé, donc c'était quelque chose que je savais qui me plaisait. Tu t'expliques bien la partie médecine, pourquoi tu as choisi la pédiatrie, et tu disais aussi que tu avais choisi la médecine plutôt que la chirurgie. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as fait ce choix-là à l'époque? Bizarrement, la première fois que j'ai un peu rencontré le milieu médical, c'était en seconde quand j'ai fait mon stage de découverte professionnelle. J'avais suivi un chirurgien maxillofacial à Necker. Donc c'était super, j'avais vu des opérations incroyables
d'enfant qui naissait avec un crâne en triangle et du coup, il découpait le crâne en pleine salle d'opération et après il refaisait un puzzle pour faire un crâne normal. Enfin, c'était incroyable. Et je voyais aussi les consultations après ces opérations, etc. Et j'avais écrit à la fin de mon rapport de stage, je ne sais pas encore si je veux faire médecine, mais en tout cas, si je veux, je serai chirurgien. Donc à ce moment-là, j'étais partie pour la chirurgie. Puis quand j'ai découvert la vraie médecine, entre guillemets, quand j'étais pendant mes études, là j'ai préféré parce que le vrai point qui m'a fait... déjà, je pense que le bloc opératoire, c'était pas quelque chose qui me plaisait. C'est vraiment une ambiance très particulière. C'est pas forcément les mêmes personnes avec qui tu travailles, donc il faut toujours se représenter. Et puis voilà, on va pas se cacher, les chirurgiens, ils ont une personnalité un peu forte, les anesthésistes aussi, il y a un peu cette guéguerre anesthésiste-chirurgien. Donc c'est pas quelque chose qui me plaisait. Et puis surtout, j'avais pas envie de recommencer à zéro. J'avais le sentiment que quand t'es chirurgien, donc tu fais le tronc commun de médecine pendant 6 ans, où tu te fais quand même un peu chier. Et en fait, tu arrives en première année d'internat en tant que chirurgien et tu recommences à zéro parce que tout ce que tu as vu, ça t'a servi enfin, entre guillemets, à rien. Tu redeviens la petite main pendant... Ça dépend des chirurgies, mais souvent pendant quelques années, tu vas rien toucher, tu vas être l'aide opératoire. Et j'avais envie de pouvoir avoir un vrai rôle et d'être autonome dès le début de mon internat, ce qui est le cas quand tu fais médecine et quand t'es lâché directement, donc ce qui est un peu difficile, mais au moins tu as de l'autonomie et tu vois que tu changes de statut, quoi. Donc c'est pour ça. T'es la première personne que j'ai vue sur ce podcast qui a fait médecine puis pédiatrie, mais qui plus est médecine. Donc je vais te poser, je te pose plein de questions pour essayer de comprendre un peu ton parcours. Quand tu dis le tronc commun, on se fait un peu chier, pourquoi on se fait chier? On se fait chier dans le sens, on travaille beaucoup. On travaille énormément, en fait. Alors là, ça a un peu changé. Il y a eu des réformes là récemment. Mais globalement, en tout cas, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que tu travailles beaucoup. Moi, c'était de la 3e à la 6e année. Et là, c'est plutôt maintenant de la 2e, dès la 2e année à la 6e année. Franchement, tes journées, surtout en 5e, 6e année, tu travailles toute la journée à la bibliothèque, de 8h à 22h, 23h. Tu as des stages le matin qui permet un peu de concrétiser ce que tu apprends en théorique. Mais c'est vraiment des horaires difficiles. 2 fois par semaine, en 5e et 6e année, on avait des conférences de 19h à 23h où tu devais être hyper attentif, tu te faisais interroger par les profs, tu bouffais une vieille salade Sodebo à 21h. Enfin, franchement, c'était quand même des choses difficiles à vivre. Et finalement, pour apprendre des choses très intéressantes, parfois inutiles, c'est sûr, parce que on nous apprend un volume de choses qui ne nous sont pas utiles quand après tu te surspécialises. Mais c'est pour ça que je disais que d'autant plus quand tu es chirurgien, parce que là vraiment, y a plus rien, ça te sert plus à rien, tout. Quand tu es médecin, quand même, tu gardes une grosse part qui va être utile pour après. Mais voilà, c'est des études qui sont quand même difficiles, longues, où tu as un volume de connaissances à avoir qui est extrêmement important. Parce que toi, la 5e et 6e année, ça correspond à un 23-24 ans. Ouais, c'est ça, à peu près. Et moi, à 23-24 ans, j'avais déjà un Master 2. Oui, c'est ça. Ah, ouais. J'avais déjà fait, je pense, 3-4 stages. Je voyageais dans plusieurs pays pour ces stages. Je commençais à envoyer des textos. Est-ce que vous voulez prendre une bière avec moi? Et la réponse que j'obtenais, c'était je suis en conférence pour la 2e fois cette semaine. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait un espèce de décalage qui, pour vous, était peut-être aussi un peu dur à l'époque où vos potes étaient dans des timings différents. Et vous étiez encore en train, sur les bancs de l'école, de travailler hyper dur pour avoir cette 6e année et donc cette spécialisation après. Oui, ça c'est vrai. Après, chacun le vit différemment. Moi, j'ai eu de la chance d'être avec Hippolyte, qui est du coup mon mari actuellement, et avec qui on a fait nos études, nos années difficiles de médecine, en tout cas ensemble. C'est important d'être bien entouré, d'avoir des amis avec qui tu traverses ces années, mais aussi d'avoir des amis en dehors qui te font un peu voir autre chose. Ça, c'est sûr que c'est hyper important. Il n'y a pas de jalousie par rapport aux autres en se disant « Ah, lui, il peut prendre des bières, etc. » Parce que tu es vraiment dans ton monde et tu sais qu'une fois que tu auras passé ce concours, même si l'internat, c'est difficile, tu as une vie beaucoup plus normale. Là, c'est vraiment une vie... Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était... L'internat, je trouve ça dur aussi, mais je trouve que ce concours de l'internat, c'est vrai que c'était le plus difficile. Mais si tu es bien entouré, finalement, tu n'en gardes pas des mauvais souvenirs.
Mais il faut être préparé à travailler beaucoup. Et c'est vrai que pour les gens qui connaissent pas médecine, tu as souvent la phrase bah, c'est bon, tu as passé la première année, c'est la plus facile. C'est pas du tout vrai. Enfin, c'est pas vrai parce que la première année, voilà, c'est une année, parfois deux quand tu redoubles, mais globalement, c'est un temps quand même très court. Alors que quand tu prépares ton concours d'internat, tu le prépares sur 3 ans, surtout 2 ans, mais quand même, dès la quatrième année, tu commences à le travailler. Et puis, c'est une échéance dont on te parle depuis dès la deuxième année, quoi. Donc, c'est sûr que c'est difficile, mais si tu es bien entouré, tu le vis bien. Ça se passe bien. Ok. J'ai ce sentiment, la question que je t'ai posée, que j'étais tout de suite curieux de comprendre un peu ce qui s'était passé avant ton poste actuel. Ton poste actuel qui est encore un poste d'interne en pédiatrie. Mais c'était important pour moi de comprendre un peu l'évolution que tu avais eue pendant ton parcours. On verra dans la phase 2, qui est la phase plutôt parcours, tu vois, ce sur quoi on peut aller un peu plus vite. Phase 1, du coup, c'est toujours le métier, le poste actuel. On avait parlé, du coup, de quels sont les avantages, inconvénients à ton rôle actuel. Est-ce que tu as en tête, tu as quelques avantages à être, alors tu peux élargir, tu vois, interne en pédiatrie ou en pédiatrie, et quelques inconvénients. Ouais. Alors, les avantages, évidemment, c'est super intéressant. Enfin, ça, c'est sûr que... Intellectuellement, tu brainstorm tous les jours. Ouais, voilà. C'est sûr qu'à l'hôpital, on est tout le temps entouré de plein de médecins de spécialités différentes. Et donc, en fonction de là où on est, mais globalement tout le temps, on a ce qu'on appelle des staffs. Donc, c'est des réunions, souvent plusieurs fois par semaine, où en fait, tu as plein de médecins autour d'une table qui vont discuter de tel ou tel patient, de telle ou telle pathologie. Souvent, ils challengent un peu soit les étudiants en médecine, soit les internes pour faire des présentations sur un patient et après dériver sur la pathologie qu'il a. Donc, en permanence, tu apprends plein de trucs tout au long de ton internat et des choses concrètes puisque c'est des patients que tu vois. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Et puis, tu parles toujours avec des gens, tous les jours, tu apprends des choses. Donc ça, c'est sûr que c'est le plus gros avantage. Et je pense que ça vaut pour toutes les spécialités médicales, globalement. Autre avantage, je pense que c'est un métier qui a du sens. C'est vrai que c'est un peu la tare actuelle des gens qui veulent se reconvertir. Je pense qu'on a de la chance justement de se dire que notre métier a du sens puisqu'on soigne des gens. Donc ça, c'est le deuxième énorme avantage. Est-ce que tu vois des gens autour de toi qui, malgré après avoir fait médecine pendant de longues années, se reconvertissent vers autre chose? Est-ce que ça arrive? Alors, moi, j'ai pas de personnes autour de moi, mais j'ai entendu récemment une copine me parler de ça en me disant, elle parlait d'une fille qui était à Marseille, une interne de Marseille, qui disait qu'avec pas mal d'autres personnes de sa promo, ils avaient un peu ce sentiment de ras-le-bol de médecine, de l'internat et qu'ils avaient envie de faire autre chose. Là, je dis que le bon côté de la médecine, mais on sait très bien qu'il y a beaucoup de burn-out en médecine, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui veulent se reconvertir. Après, je pense que c'est d'autant plus difficile quand tu fais médecine de te reconvertir. Tu te dis quand même que tu as passé beaucoup d'années, tu as fait bac plus 9, 10, 11. C'est plus dur, je pense, de se dire je vais changer de voie. Oui. Et puis surtout, il faut trouver un autre... Voilà, il y a des gens qui ont la chance d'avoir d'autres passions dans la vie, mais après, c'est aussi quelque chose qui te prend beaucoup de temps. Donc souvent, tu t'es un peu que focalisé là-dessus. Donc il faut trouver d'autres choses qui pourraient te plaire, dans lesquelles tu es bon. Mais en tout cas, ça existe. Mais moi, j'ai pas d'exemple concret. Ouais. Je voulais juste faire une aparté pour voir si effectivement ça existait. Et j'imagine que ça peut exister aussi les gens qui commencent à faire une spécialisation et qui après dérivent vers une autre. Oui, ça arrive. On peut, d'ailleurs, il y a une loi, entre guillemets, qui existe. Donc, tu choisis ton internat, donc ta ville et ta spécialité. Et tu as le droit, avant la fin du 5e semestre, donc avant 2 ans et demi d'internat, de faire un droit au remords et donc de dire je vais changer de spécialité. C'est énorme comme nom. Ouais, droit au remords, ça s'appelle. Et donc, tu as le droit, il y a des règles. Déjà, non, tu dois garder la même ville, tu n'as pas le droit de faire un droit au remords dans une autre ville. Et il faut que tu aies pu avoir accès à cette spécialité. Je veux dire, tu peux pas dire finalement, je vais être cardiologue alors que tu étais classé, tu avais un classement qui ne te permettait pas d'être cardiologue, par exemple. Et juste pour que je comprenne bien par rapport à ta spécialisation en 6e année, tu disais que du coup, tu as fait 1 an pour passer tes concours, 5 ans sur le tronc commun, tu arrives en 6e année, tu passes encore des concours pour être classé. Dans les 5 ans de tronc commun, tu disais qu'il y a des stages qui valident le matin du coup la théorie,
les stages, c'est des stages en hôpital, Mm. de mise en pratique. Exactement. Et donc, tu commences à toucher à des métiers, des spécialisations. Exactement. Donc, nous, à mon époque, qui est pas très vieille, mais c'était en troisième année que tu commençais à avoir tes... En troisième année, tu commençais à avoir quelques stages, mais c'est surtout en quatrième année où tous les matins, tu avais stage. Donc, quatrième, cinquième année, c'est tous les matins, tu as stage. Et là, tous les 2 ou 3 mois, on changeait. Donc, ça permettait quand même d'avoir un bon aperçu de plusieurs spécialités. Évidemment, on ne pouvait pas faire toutes les spécialités possibles. Mais tu vois, au total, ça nous faisait... c'est ça, on faisait 4 stages par an. La dernière année, on faisait que 3 stages. Ça fait... Et du coup, tu as la capacité de voir plusieurs spécialisations avant de toi exprimer des vœux et ensuite, fonction de classement, de pouvoir y accéder ou non. Exactement. Ouais. Parce que le classement est encore, c'est un peu couperé. Si tu n'as pas le classement que tu souhaitais, tu n'as pas la vie que tu souhaitais, ni la spécialisation que tu souhaitais. Ouais, bah ça, c'est la partie difficile aussi des études de médecine. C'est que tu peux avoir trop envie d'être chirurgien cardiaque et de ne pas avoir le classement. Et ça, tu peux toujours redoubler, mais après, il faut refaire une année hyper difficile. Donc voilà, c'est pas simple. Mais tu peux pas faire tout ce que tu veux, ça, c'est sûr. Ok. On a parlé du coup de... Pardon, on revient à la question avantages et inconvénients. C'est moi qui dérive vachement. On a parlé du coup du fait d'être stimulé intellectuellement tous les jours, du fait d'avoir un métier qui fait sens, là où effectivement aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se posent la question du sens dans leur travail. Est-ce que tu vois d'autres avantages, éventuellement propres à la pédiatrie aussi? Et propre à la pédiatrie, bah, ce que je disais un peu, le côté, tu as beaucoup de diversité dans le mode d'exercice et dans les spécialités. Donc ça, c'est quand même très important avant de choisir ta spécialité à l'internat, de se rendre compte de quelle va être ta vie plus tard. Et c'est difficile, je trouve, à 24 ans, de se poser la question et de dire ok, peut-être que je vais changer d'avis à cet âge-là quand j'aurai fait d'autres choses. Donc, mais c'est hyper important de se demander ça. Et puis après, moi, je trouve que travailler avec des enfants, c'est génial aussi parce que ben, ils sont hyper innocents. La maladie, pour eux, ils ne se rendent pas vraiment compte, en fait. Enfin, peut-être qu'ils s'en rendent compte, mais en tout cas, ils ne la vivent pas du tout comme les adultes. Ils arrivent à avoir une joie de vivre alors que parfois, tu as des enfants qui ont des maladies chroniques qui, par exemple, sont dialysés 3 fois par semaine et qui ont toujours la même joie de vivre, beaucoup plus que d'autres enfants normaux, entre guillemets. Donc ça, c'est hyper beau à voir aussi. Et puis, ils se remettent aussi très, très vite, par exemple, en réanimation pédiatrique, ce que je fais, enfin, ce que j'aimerais faire en tout cas. Par rapport à, si on compare la réanimation adulte, en fait, un enfant qui est en réanimation pédiatrique, parfois, il peut sortir du service limite sur ses 2 jambes, et puis il n'aura pas trop de séquelles, entre guillemets, à long terme. Alors qu'un adulte, on sait que c'est des mois et des mois d'hospitalisation ensuite, et puis un décès probable dans les mois ou les années qui suivent. Alors qu'un enfant, même si c'est hyper dur de le voir malade, finalement, après, ils s'en sortent mieux. Et surtout avec un regard qui est assez fascinant, je trouve. Maintenant, la question des inconvénients, si t'en vois. Ouais, alors les inconvénients... et juste une dernière chose quand même sur les avantages, je trouve aussi en médecine, c'est même les relations sociales entre collègues. Je trouve que, voilà, on est au-delà de la stimulation intellectuelle, c'est aussi que on est tout le temps entouré de plein de gens quand on travaille à l'hôpital, je parle. T'as souvent, nous, internes, on est souvent, je sais pas, au moins 5-10 co-internes, on a souvent les mêmes profils, donc en fait, tu te fais ami, tu as des possibilités de devenir ami avec des personnes encore assez tard dans ta vie, donc c'est assez cool, avec des gens avec qui tu peux partager plein de choses. Et puis, tu vois aussi t'as un panel de catégories socio-professionnelles différents entre l'aide-soignante, l'infirmière, le médecin. Donc, c'est aussi trop cool de pouvoir voir tout ça. Et enfin, ça, je trouve ça... Et je parle... Parce que tu parlais du Covid, c'est sûr que pendant le Covid, nous, on l'a vécu différemment. Parce que on a gardé une vie sociale hyper intense pendant le Covid parce qu'on a pu travailler tous les jours. Et on n'a pas eu tout ce côté télétravail. Et je trouve que c'est aussi un avantage pour le coup. Même si on peut dire que dans les inconvénients, il n'y a pas de télétravail. La dernière fois que j'ai fait un épisode, il y a une personne qui a répondu à cette question avec une forme de pile-face. Tu vois, chaque fois qu'il donnait un avantage, il y avait aussi le revers de la médaille qui était aussi un inconvénient. Ce qui était intéressant parce que par exemple, quand tu dis
exactement ça. Donc quand tu dis il y a pas de télétravail, donc c'est sympa d'être sur place, mais bon, du coup, on ne peut pas faire un jour sur 5 ou 2 jours sur 5 à la maison, c'est avantage et inconvénient. Quand tu dis qu'on est capable de faire des amitiés très vite avec des gens de la même, enfin, qui sont un peu comme nous, c'est un avantage. Ce qui est vrai aussi, et il y a un peu une blague sur les médecins qui dit que quand tu mets des médecins en soirée ensemble, Ouais. pour pénétrer le groupe de médecins, c'est hyper compliqué parce que vous avez une espèce de déformation pro où vous amenez le pro effectivement dans vos conversations. Quelqu'un qui n'est pas en médecine, c'est dur de suivre parfois. Oui, ça c'est sûr. Mais ce qui est cool quand tu y es, après quand tu viens de l'extérieur, parfois c'est qu'il y a un monde quoi. Et non, mais il répondait en pile face, donc c'était assez intéressant. Donc là, tu fais la transition vers les inconvénients, ou il y a d'autres avantages Non, non, c'était ça dont je voulais parler. Non, les inconvénients, les inconvénients, c'est que il faut y arriver jusque-là. Donc, c'est sûr que les études, c'est compliqué. Comme je disais, avec les conférences, le travail à la bibliothèque tous les jours, c'est quand même pas facile. Il faut aussi avoir la capacité de pouvoir travailler autant, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et puis, il y a aussi le concours. Enfin, je veux dire, à 24 ans, c'est dur de repasser un concours. Autant le concours de première année, voilà, on peut avoir des copains qui sont en prépa ou qui ont aussi un concours. Là, c'est se retrouver dans un nouveau challenge. C'est un peu désagréable. Tu as un concours où tu vas avoir un classement. Et en fait, ce classement va te coller un peu pendant tout le reste de ton internat, en tout cas. Même si finalement, les gens n'en parlent plus après. Mais toi, ça t'a permis de choisir ta ville et ta aspect. Et puis pendant tout ton internat, ça te permet. Tu es aussi classé pour choisir tes stages grâce à ce classement. Enfin, du coup, ça peut être mal vécu par certaines personnes. C'est un concours, donc le jour J, tu peux te planter. Et quand tu as passé 6 ans et que tu te plantes le jour J, c'est toujours plus difficile. Donc voilà, c'est des études dures, ça c'est sûr. Il y a combien de personnes qui passent le concours aujourd'hui aussi, Sur l'année, c'est 8500. sachant que donc tu choisis ta spécialité en fonction de ton classement, puis à partir d'un certain classement, il y a plus de spécialités, disons que tu es médecin généraliste. Bah, Comment ça se passe exactement? ouais, globalement, si souvent il peut quand même y avoir des spécialités jusqu'à tard. Après, ça dépend des types de spécialités. Par exemple, médecine du travail, ça finit tard. Quelles autres spécialités mais urgentistes, ça peut finir tard aussi. Mais globalement, disons que c'est bien d'être dans les 4000 premiers pour avoir au moins la chance d'avoir soit tes spécialités, soit ta ville, quoi. Donc c'est bien d'être dans la première moitié. Ce D'accord. qui n'est pas forcément évident parce qu'en fait, on s'imagine que sur 8500, il y en a plein qui ne travaillent pas et que, en fait, mais sur les 8500, il y en a 7500 qui travaillent tous les jours jusqu'à 22h. Et du coup, c'est pas, voilà, c'est pas en mode bon, si tu travailles un peu, tu seras dans les 4000 premiers. Ça, c'est faux. Mm. Je connais des gens qui ont beaucoup travaillé et qui sont arrivés 5-6 000, quoi. Donc c'est ça, c'est arriver dans les 4000 premiers pour avoir soit son lieu de préférence, soit sa spécialité de préférence, sachant que le mieux, c'est quand même la spécialité. Ça dépend des gens. Il y a D'accord. des gens, en fait, il y a des personnes qui, par exemple, comme moi, qui aimaient pas mal de spécialités et donc qui va plutôt privilégier la ville, et d'autres qui veulent absolument faire ça. Et du coup, là, oui, c'est plus important. Et ils peuvent se retrouver dans des villes un peu plus petites. On a parlé des spécialités. Le mot spécialité, il faut que je prononce bien. Spécialité. On a parlé des spécialités qui partaient jusqu'à tard. Urgentisme, médecine du travail. Quelles spécialités partent tôt, de manière générale? Alors, il y a les lucratives, forcément, parce que les gens, ils en ont un peu marre et donc ils disent quand même qu'ils ont envie de gagner bien leur vie. Donc ça va être Monsieur Hippolyte Monnier. chez Hippolyte Meunier, radiologie, c'est sûr, ça part tôt. Quels sont les autres? Chirurgie esthétique. C'est nouveau, chirurgie esthétique, ou historiquement, ça partait tôt aussi? Alors, historiquement, déjà, c'était pas aussi catégorisé les spécialités. Mais non, je pense que la chirurgie est partie assez tôt, en général. Mais maintenant, la chirurgie peut partir plus tard parce qu'en fait, par exemple, la chirurgie digestive, c'est vraiment des horaires horribles, beaucoup de boulot pendant l'internat. Donc, ça part plus tard. Les gens ont quand même pas trop envie de cette vie-là maintenant. Il y a quand même un changement de mentalité par rapport à avant où les médecins se tuaient au travail. Maintenant, les gens ont quand même envie de plus d'un équilibre. Et c'est aussi pour ça, je pense que les spécialités lucratives ou aussi l'internat est plus tranquille.
Parce que radiologie, par exemple, c'est quand même un internat plus cool que d'autres internats. C'est intéressant, tu soulignes au fur et à mesure les critères de sélection en 6e année. Donc, tu as spécialité, tu as la ville, tu as l'équilibre vie pro-vie perso, tu as les aspirations à long terme. Quelle vie est-ce que tu dois avoir à 40, 50, 60 ans, donc ta capacité à pouvoir faire de la ville ou de l'hôpital. C'est un peu ce que tu dis Ouais, exactement. dans ce qui rentre en compte, quoi. Est-ce que C'est ça, ouais. tu montais un Excel, toi, ou comment tu faisais? Non. Non, mais pas un Excel, tu vois, mais je me renseignais beaucoup auprès d'internes et de médecins. Donc, tu as des réseaux de personnes internes et médecins que tu peux appeler? Ouais, tu peux. Et puis surtout, en fait, au cours de tes études, tu commences à connaître des gens parce que pendant tes stages, tu peux connaître des personnes plus âgées que toi. Donc après, tu peux les recontacter. Et puis aussi, pendant tes stages, tu fais la connaissance de personnes spécialisées enfin, spécialistes. Et du coup, là, tu peux repenser à ce qu'ils t'ont dit ou les recontacter à ce moment-là. Donc c'est surtout comme ça. Et après, moi, j'ai pas utilisé, mais je pense que oui, c'est possible de retrouver un réseau de personnes. Et puis en fait, quand même, la médecine, c'est un petit monde, donc il suffit que tu demandes à quelqu'un qui connaît quelqu'un. Enfin, voilà. Mais je me renseignais plus auprès de gens d'expérience personnelle. D'accord. Bon, à chaque phrase que tu prononces, j'ai envie de dériver et de partir sur des trucs que tu dis. Mais pour revenir juste un peu avant, tu disais effectivement que les spécialités qui partaient tôt, il y a le côté effectivement lucratif, radiologie, chirurgie esthétique. Anesthésie réanimation, dermatologie. Et après, il y a les spécialités un peu d'intellectuel, c'est-à-dire infectiologie, oncologie. Et après, voilà, enfin, globalement, c'est ça. Intellectuel, ça veut dire quoi? C'est les spécialités où vraiment, pour le coup, c'est du brainstorming tout le temps, tout le temps. Non, oncologie, c'est plus parce que ça va être des gens qui peuvent être intéressés par la recherche, puisque c'est surtout ça. Donc, enfin, quand tu fais oncologie, c'est vraiment intéressant de pouvoir faire de la recherche là-dessus. Oncologie, c'est quoi les pathologies que tu vois? C'est le cancer. Le cancer, ouais, d'accord. Ok. Et juste, ça, pardon, tu dis aussi un truc intéressant, c'est que c'est les gens intéressés par la recherche, c'est-à-dire que quand tu sors après ton bac plus 9, 10 ou 11, en fait, tu peux faire de l'hôpital, du privé, de la recherche. C'est quoi les exils possibles? Eh ben, si tu fais de l'hôpital, souvent tu dois faire de la recherche. Alors, en fait, parce qu'à l'hôpital, tu as aussi deux types de carrières. Soit tu fais une carrière hospitalière simple, entre guillemets, où voilà, tu as ton poste de praticien hospitalier et tu travailles à l'hôpital plus ou moins à 100%, parce que parfois tu peux faire du 50%. Et après, tu as t'as le côté universitaire. Et donc ça, pour faire de l'universitaire, tu es obligé de faire de la recherche. Donc tu dois faire un master 2, t'arrêter un an pour faire un master 2. Et après, tu dois faire une thèse de sciences, donc faire 3 ans de thèse de sciences. Alors, t'en as certains qui le font en parallèle, en faisant des espèces de mi-temps, mais c'est assez compliqué de faire ça. Et du coup, ça te freine forcément, puisque ils le font sur 6 ans, quoi. Donc c'est mieux de s'arrêter pour 3 ans pour faire sa thèse de sciences. Mais donc ça te rajoute 4 ans au total d'études, quoi. Donc tu fais bac plus 11, plus 4, bac plus 15. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, et puis après, tu as un an de disponibilité où tu dois partir un an à l'étranger. En fait, j'ai appris que c'était pas forcément à l'étranger, ça peut être en dehors de ta ville. Donc tu pourrais aller à Marseille, par exemple. Mais souvent, les gens partent aux États-Unis ou au Canada ou en Australie, quoi. Donc c'est une expérience, mais c'est des choses en plus à un âge où tu as souvent une famille, donc il faut pouvoir embarquer toute la famille. C'est pas forcément arrangeant pour tout le monde. Donc ça, c'est des métiers qui sont de passion pour des gens qui sont intéressés par la recherche, parce que effectivement, tu fais beaucoup de recherche quand tu es universitaire. En général, quand tu es universitaire, tu vas faire un peu moitié recherche, moitié à l'hôpital en tant que médecin à l'hôpital. C'est un métier assez différent. Et tu as l'impression que ça représente une grosse partie ou une petite partie de la population? Je pense que ça intéresse de moins en moins les médecins, les internes en médecine. Parce que c'est beaucoup de sacrifices et parce que la recherche, c'est pas facile. Ça va doucement, t'es pas bien payé. Et puis, ouais, tu te fais un peu marcher dessus quand tu fais les deux. Et puis, faire les deux, c'est encore plus difficile parce que t'as des gens qui vont faire que de la recherche. Et toi, tu dois à la fois être chercheur et à la fois médecin. Et ça, c'est quand même très compliqué. Enfin, je trouve que c'est difficile. Surtout, il faut, pour être bon dans les deux, pour moi, c'est un peu impossible. Donc,
choisir un peu ses combats, quoi. J'en profite pour revenir sur la partie inconvénient, sur la partie salaire. Évidemment, en fonction de ce que tu choisis, en fonction de ton classement, tu as des spécialités différentes, une ville différente, un salaire éventuellement différent. Tu as aussi cette question de salaire tout au long de ton internat. Tu es quand même capé pendant ton internat, c'est un salaire qui t'est versé par le gouvernement, Ouais, la PHP, oui, je pense que c'est l'État, ouais. la PHP. Et ça, c'est un truc à prendre en compte aussi. Le fait que pendant tes études, Alors, je trouve que quand même, donc déjà, effectivement, pendant tes 6 premières années, donc là, t'as pas de salaire, enfin, vraiment ridicule en 4-5e. Pour tes stages le matin, t'as 100 ou 200 euros par mois, donc c'est pas... à partir du début de ton internat, bon, je peux dire les salaires, donc ça ne me dérange pas. bah, si tu veux bien, ouais, c'est cool. En gros, tu commences à 1700 net, sans les gardes. Les gardes ont monté récemment, donc tu es à 150 € la garde maintenant net. Donc globalement, tu t'en sors pour... et en général, ça dépend des spécialités pour le coup. Tu as des spécialités où tu as plutôt 1 ou 2 gardes par mois et tu en as où tu en as plutôt 3-4 par mois. Les gardes, c'est quoi? C'est les gardes de nuit. Et pareil, ça dépend des spécialités, mais en général, c'est plutôt... Alors soit c'est des stages où tu es dans un service d'hospitalisation classique où il n'y a pas de garde de nuit au lieu d'hospitalisation, donc ça veut dire que tu fais ta garde aux urgences. Donc c'est 24 heures parce qu'en soi tu fais ta journée dans ton service et après tu vas aux urgences pour faire ta nuit. Donc tu es 24 heures à l'hôpital. Et c'est une garde qu'on t'impose. Sur un mois, tu dois faire 3-4 gardes. Alors, ouais, on t'impose parce qu'en fait la liste de garde doit être complète. Et donc, sauf si il y a des internes qui veulent prendre beaucoup plus de gardes que d'autres, mais en tout cas, il faut que la liste de garde soit complète. Donc après, les internes doivent s'arranger entre eux, mais globalement, l'arrangement, c'est que tout le monde ait à peu près le même nombre de gardes. Et donc, ça fait à peu près c'est en fonction du nombre d'internes, quoi. Donc, tu es à 1700 € net par mois. Tu dois faire entre 3 et 4 gardes par mois, qui sont à 150 € net. Donc, à la fin de ton mois, tu es à 1700 plus 600, 450, 600. Ok, donc tu es à 2000, 2003, quoi. Ouais, voilà. Et après, ça monte un peu... Sachant que sachant que c'est après ta 6e année, donc tu as déjà 24 ans, ok. Et après, pardon, excuse-moi, on continue. Non, et donc ton salaire de base monte un peu d'année en année, mais vraiment très légèrement, puisque à la fin de quand tu es docteur junior, je crois que tu gagnes 2000 € par mois, donc voilà, ça monte de 75 € par an, enfin c'est pas énorme. Mais pour la réalité quand même, après il y a plein de gens qui font pas de remplacement, mais par exemple là, tu peux faire des remplacements à partir de ton 5e semestre, donc à partir de... Enfin, une fois que tu as validé ton 5e semestre, donc disons qu'à partir de ta 3e année d'internat, tu peux faire des remplacements. Et donc ça permet de gagner un peu mieux ta vie. Mais ça fait du boulot en plus, ce qui n'est pas du tout faisable en pratique pour toutes les spécialités. Et je parle juste de ça parce que moi, par exemple, j'ai fait un Master 2. Là, j'ai fait des remplacements pendant ce Master 2 parce que j'avais le temps d'en faire. Et donc là, je gagnais mieux ma vie à ce moment-là. Mais maintenant que je suis de nouveau interne de pédiatrie, globalement, t'as pas le temps de faire des remplacements en plus. Donc c'est ça ton salaire. Tu gagnes 2000... Enfin, à la fin de ton internat, tu gagnes 2005 par mois, quoi. Est-ce que tu peux... Moi, ce qui est quand même pas mal, mais effectivement, ce qui est par rapport à ton niveau d'études. Et est-ce que tu peux donner, et ton rythme horaire aussi, le fait de faire 24 heures de suite, donc une garde, comme tu me disais très bien, c'est tu fais ta journée et t'enchaînes toute ta nuit. Tu as des repos, j'imagine, que tu peux placer pour fonction de tes gardes. Bah, le lendemain, tu travailles pas. Une fois que tu as fait tes 24 heures, donc globalement, tu finis ta garde à 9h du matin ou 9h, 10h, quoi. Et là, tu rentres chez toi, tu te reposes parce que en fonction de là où tu fais ta garde, tu dors plus ou moins, mais si tu fais ta garde aux urgences, tu vas dormir 1 heure ou 2 max. Est-ce que tu peux redéfinir ce qu'est un remplacement? Pardon, un remplacement, c'est travailler en privé. Donc, par exemple, moi, je suis pédiatre, je vais remplacer un pédiatre de ville et donc je serai le remplaçant de ce pédiatre sur un temps défini. Et après, ça dépend aussi, par exemple, Hippolyte qui est radiologue, lui, il va travailler dans un cabinet privé sur une matinée ou une après-midi. Donc ça veut dire que tu as un pédiatre de ville qui a un cabinet, lui il part en vacances. En vacances ou même, tu vois, il n'a pas envie de se faire ses 5 jours par semaine, mais il veut rentabiliser son cabinet, enfin rentabiliser son loyer, etc. Et du coup, il va se dire que le mercredi, il veut des remplaçants. Et si t'as pas un remplaçant fixe, eh ben, il peut essayer de trouver des remplaçants qui viennent de temps en temps le mercredi.
et dégage une partie de son chiffre d'affaires à lui. Et du coup, il y a 70% de rétrocession en général, donc ça veut dire qu'il y a 30% qui va dans sa poche. Dans sa poche pour payer son cabinet, quoi. D'accord. Donc sur 100 euros de chiffre d'affaires généré sur la journée, admettons que tu rencontres X patients, tu fais 100 euros, 70 euros pour toi, 30 euros pour lui. Ouais, c'est ça. Très clair. Et comment est-ce que tu sources, comment est-ce que tu trouves ces remplacements? Par les groupes Facebook de pédiatres, enfin pour moi, pédiatre, et pour... C'est facile à trouver. Et il y a beaucoup de demandes, donc ça, il y a pas de... C'est pas difficile d'en trouver, ça c'est sûr. C'est vrai que moi, on a quand même pas mal de copains qui font médecine ou des métiers associés, qui travaillent dans le cabinet, dans le privé, qui ont cette possibilité-là de pouvoir faire 3 jours, 4 jours, de pouvoir moduler en fonction des semaines, en fonction des semestres et de leur volonté de faire ou pas. Leur travail, leur niveau de travail, ça c'est assez cool, je trouve. Après, c'est aussi ça a un impact sur le salaire, évidemment. Quand tu rétrocèdes 70%, tu n'as pas le même salaire à la fin du mois. Donc il faut pouvoir faire l'arbitrage entre gagner et profiter ou faire autre chose. Mais cet arbitrage-là, au moins cette possibilité de l'avoir, elle est quand même hyper agréable. J'ai même entendu bon, c'est différent de la médecine, c'est près de la médecine, mais c'est plutôt de la pharma. Des gens qui voyageaient dans le monde entier, qui faisaient des tours du monde. Tu vois, ils partaient genre 1 an, 2 ans, 3 ans. Et en fait, dès qu'ils étaient un peu à court d'argent, ils revenaient par exemple faire quelques remplacements en France, tu vois, 3-4 mois, et après ils repartaient. Oui, bien sûr. Ça se fait, ouais, ça. Ça, je trouve ça incroyable, ouais. Je te pousse sur les inconvénients et à tirer un peu le fil de l'histoire, mais un truc que moi j'ai entendu aussi, c'est qu'en médecine, tu vois, tu peux un petit peu moins travailler à l'international. En médecine, vu que tu as un diplôme qui est sur le territoire français, tu peux travailler sur la France métropolitaine et les territoires outre-mer qui font partie de la France. Mais est-ce que tu as cette capacité-là de pouvoir travailler par exemple en Italie, à Singapour, aux États-Unis? Est-ce que c'est possible? Alors honnêtement, je sais pas. Alors, je pense pour faire comme je te parlais là des personnes qui font de l'universitaire, souvent ils partent 1 an pour travailler à l'étranger. Et donc, ils ont un vrai statut de médecin à l'étranger. Donc, c'est sûr que c'est possible sur un temps court dans ce programme-là. Je ne sais pas à long terme si tu peux vraiment avoir un diplôme équivalent. Aux États-Unis, je suis quasi sûre que non. Je crois qu'il faut refaire tout pour pouvoir vraiment exercer aux États-Unis. Mais Canada, je pense que oui. Je pense que certains pays, tu peux. En Europe, pareil, je pense que c'est moins compliqué en Europe. Mais je pense qu'il y a aussi ce côté... on a moins cette appétence pour l'international aussi quand tu es médecin. En tout cas, moi, des gens que je connais, il y a très rarement, enfin même personne qui me dit moi j'aimerais trop aller travailler là-bas, alors que j'ai plein de copains qui ont fait d'autres métiers qui eux, ont envie parfois de faire... de partir ailleurs. Donc on a moins cette envie-là. Alors est-ce que c'est parce que on est satisfait de notre boulot et que du coup on a moins cette envie de changer? Et puis il y a aussi, je pense, un gros point, c'est qu'on est très nul en langue étrangère. Ça c'est vrai, parce qu'en fait pendant nos études on a 1 heure de cours d'anglais par semaine, quoi, de cours d'anglais médical. Donc on est pas bon en langue, et puis surtout on a beaucoup moins de possibilités de partir à l'étranger pendant nos études, même si on en a. Et d'ailleurs moi j'ai fait deux stages à l'étranger de 2 mois, un au Sri Lanka, en Colombie. Donc on a quand même des possibilités de partir, mais pour des courtes périodes par rapport aux écoles de commerce par exemple. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté un peu de se dire waouh, en fait j'ai pas du tout le niveau en anglais, je vais pas me mettre en difficulté, tu vois. Déjà c'est un peu difficile, alors en plus si tu parles pas la langue. Et puis aussi je pense qu'il y a un côté où on aime, enfin moi personnellement en tout cas, j'aime beaucoup le système de santé français, même si je sais qu'il y a plein d'inconvénients, mais en tout cas j'aime beaucoup ce côté soin pour tous. Par exemple, je pourrais jamais aller travailler aux États-Unis, éthiquement parlant, je trouve ça pas possible. Parce que les États-Unis, rappelle-nous, comment ça Parce se que passe? les États-Unis, on doit payer la santé, donc quelqu'un qui n'a pas d'argent, il peut pas aller se faire soigner, quoi. Donc je trouve que soigner après, il y a bien sûr des mutuelles quand tu travailles, etc. Mais quand même, je trouve que l'accessibilité de la santé à tous, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et puis aussi, la France est un pays bon en médecine. Enfin, je veux dire, on est à la pointe de la médecine. En tout cas, dans notre métier, professionnellement, je pense qu'on a de quoi se satisfaire. Donc oui, après, peut-être que personnellement, parfois, on peut avoir envie de vivre ailleurs. Mais en tout cas, professionnellement, je
pense qu'on a vraiment de quoi être satisfait. Et par exemple, nous, on a envie de changer un peu d'air et donc de partir à Marseille, mais on n'a pas besoin de partir à l'étranger. C'est moi qui te pousse un peu, tu vois, je te tire un peu les verres du nez sur avantages et inconvénients. Je te pousse aussi un peu à réfléchir et à reconsidérer un peu ce qu'on entend, un peu les non-dits, tu vois, Bien sûr. sur le boulot. Peut-être sur la dernière partie de la phase 1 que je fais généralement, c'est un peu les qualités à avoir. Tu vois, quand tu veux devenir médecin, quand tu es aspirant médecin, quelles qualités il faut avoir. Essaye éventuellement de réfléchir à quand tu avais 18 ans et que tu devais passer ton concours à 19. Ensuite, quand tu as fait tes 4-5 ans de 50 troncs communs, enfin tu vois, au fur et à mesure, j'imagine que les qualités sont différentes. C'est quoi les qualités qu'il faut avoir au global? Donc déjà, si on fait dans l'ordre chronologique, il faut avoir de la résilience pour travailler dur, étudier surtout, pardon, pas travailler, mais étudier. Il faut être conscient qu'il va y avoir du boulot et être capable de le faire. Ça, c'est pour les études de médecine. Et ensuite, pour être médecin, il faut avoir de l'empathie. Après, l'avantage de médecine, c'est quand même que tu as un gros panel de spécialités. Et donc, si par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas les interactions sociales, qui n'ont pas forcément besoin de ça, et qui n'aiment pas forcément le métier de médecin en tant que tel, c'est-à-dire la relation médecin-patient, qui peuvent faire d'autres spécialités. C'est d'ailleurs un des chefs que j'ai croisé là quand j'étais en laboratoire de microbiologie. Donc, c'est un laboratoire de microbes. Mais comme ça, c'est un laboratoire de microbes. Non, mais du coup, c'est à l'hôpital. Ça permet de pouvoir analyser tous les prélèvements et de regarder s'il y a des microbes dans tel ou tel prélèvement. Et on peut faire médecine ou pharmacie pour travailler là-dedans. Et du coup, lui était médecin et il m'a dit qu'il avait choisi cette spécialité parce qu'en fait, lui, intellectuellement, ça l'intéressait, la médecine, mais en tout cas, les interactions sociales ensuite l'intéressaient pas trop. Donc, il était content d'être dans son laboratoire avec C'est le microbe. ses microbes et ses microscopes, quoi. Microscope. Il y a plein d'autres choses. Il y a l'anatomopathologie, il y a d'autres spécialités, mais il y a même la radiologie où tu as quand même moins d'interactions. Donc, je pense que c'est quand même, dans la globalité, important quand même d'avoir de l'empathie et d'aimer les gens, d'avoir une relation comme ça avec les gens pour faire ce métier, mais on peut toujours se débrouiller pour faire autre chose. Qu'est-ce qu'il faut avoir d'autre comme... Résilience, empathie, c'est déjà bien. Hein. Oui, c'est déjà deux déjà bien. qualités. Ok, non, et moi ça me va comme qualité. Et on a beaucoup parlé effectivement sur la phase 1 du parcours. Tu as aussi énuméré les qualités qu'il fallait avoir pour le poste. Je pense que les gens tu vois, pourront piocher un peu les qualités que eux imaginent qu'il faut pour aller vers la médecine. Et peut-être juste une qualité quand même assez importante, il faut être, quand on veut que les choses soient bien faites... Rigoureux. Ouais, voilà, il faut être rigoureux. Ouais, je trouve que c'est bien. On l'a trouvé. Bon, en tout cas, voilà. Donc, je pense que une des qualités très importantes aussi, c'est être rigoureux parce que justement, on a des grosses responsabilités quand on voit un patient et il faut essayer au maximum d'essayer de trouver ce qu'il a. Il faut lui donner les bons traitements et quand on fait la prescription, il faut faire attention à la dose qu'on donne. Voilà, il y a des choses quand même qui sont importantes. On peut pas se dire bon, c'est pas grave, il y aura quelqu'un qui regardera derrière moi parce que c'est pas le cas. Et vraiment des vies en jeu puisque parfois il y a des médicaments qu'on donne qui sont des choses dangereuses. Il faut vérifier qu'il n'est pas allergique, qu'il n'a pas des contre-indications à prendre ce médicament, etc. Donc, être rigoureux, quand même, c'est important aussi. Est-ce qu'on peut passer à la phase 2, la phase parcours? Elle est toujours en train de rebondir. Je ne sais pas comment tu fais pour rebondir pendant 1 heure avec 5 kilos. 5 kilos, un peu plus, je pense maintenant. 5 kilos de Gustave dans les mains. C'est costaud. Et rester concentré sur le podcast. Phase 2, souvent, c'est le parcours. Enfin, souvent, c'est tout le temps le parcours, en fait. Je te dis souvent, mais c'est tout le temps ça. On repart souvent de phase fin collège, début lycée, où tu as 16 ans et où tu évolues du coup dans le temps. Et du coup, comment tu évolues, on s'attarde sur les points un peu pivots de ta vie. On a quand même beaucoup parlé déjà de la partie médecine. On a un peu évoqué la partie stage en seconde, du coup, quand tu avais 16 ans. Peut-être qu'on peut partir de là. Déjà, t'es où au lycée en seconde? Je suis à Franklin, donc dans un lycée privé. Ok. Que j'ai fait depuis la grande maternelle. Donc, c'est vraiment toute ma scolarité, je l'ai faite là-bas. Et c'est là où j'ai tous mes copains. Et du coup, intérêt un peu pour la médecine, mais pas non plus quelque chose de... C'est pas depuis que je suis petite que j'ai envie de faire médecine. J'ai aucun médecin dans la famille, donc pas d'expérience particulière.
Je pense que ce qui m'a donné un peu envie, en tout cas ce qui m'a intéressée et intriguée, ça doit être les séries genre Grey's Anatomy et Doctor House. Et donc je me suis un peu dit, bon allez, pourquoi pas en profiter pour mon stage professionnel d'essayer de voir. Donc par une connaissance de ma mère, j'ai pu avoir accès pendant 2 semaines et suivre un chirurgien maxillofacial, donc qui s'occupe souvent des reconstructions. Et c'était hyper intéressant. C'est finalement pas trop mal ces stages. Ouais, franchement. Parce que, En tout cas, là, sur ça m'a bien aidé. parce que nous, on l'avait pas. Nous, ils nous l'ont sucré à Stan. Oui. Ils estimaient que ça ne servait à rien. Parce qu'on était programmé à faire lycée, classe préparatoire, école de commerce ou école d'ingénieur, tu vois, élitiste. Et que c'était comme ça et pas autrement. Et donc, du coup, on n'avait pas cette ouverture possible avec ce stage. Après, il faut qu'il soit bien fait, le stage. Non, bah là, franchement, c'était super et ça m'a beaucoup plu. Mais voilà, je me rappelle très bien d'avoir écrit dans mon rapport que j'étais pas encore sûre de faire médecine. Donc, c'est pas ça qui m'a défini. Ensuite, à Franklin, c'est un peu comme à Stan, c'est-à-dire que on va beaucoup parler de classe préparatoire, soit commerce, soit ingénieur, c'est un peu globalement tes 2 choix. Et puis médecine, c'est pas forcément. Enfin, voilà, ils sont pas mécontents que certaines personnes fassent médecine, mais c'est pas l'élite non plus. Et après, le reste, on n'en parle pas. Et ce qui m'a donné envie, c'était une journée porte ouverte à Franklin, avec des personnes de tout âge, je pense. Mais moi, en tout cas, celui à qui j'ai parlé, c'était plutôt un vieux d'une 50aine d'années, je dirais. Ça devait être un papa voilà, et qui était ORL et qui nous a parlé en très petit comité, puisqu'on était 3, de médecine. Comment ça se passait la journée porte ouverte? C'était les gens qui venaient à vous, à Franklin? C'était alors je me rappelle plus exactement, mais je crois que en fait on avait un panel de personnes et on se retrouvait dans les classes en fonction de ce qui nous intéressait. On faisait des petites réunions avec, je pense qu'on devait dire à l'avance par quoi on était intéressé, et après ils nous dispatchaient. Mais ça permettait, voilà, d'avoir vraiment en très petit comité, donc de pouvoir poser des questions comme on voulait, et que ce soit vraiment concret. Et donc ça, il m'a séduite. Tu vois, je sais plus exactement la temporalité, mais c'était en terminale, c'est sûr. Et c'était pas très loin du moment où on devait faire les choix sur... APB, ouais, qui est devenu Parcoursup. Et tu te souviens de ce qui t'a séduit dans ce qu'il a dit? Non, je me souviens pas de ce qui m'a séduit. Peut-être plus l'homme qui t'a inspiré? Non, mais je pense qu'il m'a séduit... Enfin, il a parlé surtout des études de médecine, puisque c'était quand même ce qui était le plus proche de nous. Et voilà, il a un peu dédramatisé le concours et il a dit franchement, si vous travaillez bien, en plus vous venez de Franklin, en général ça se passe quand même pas trop mal, et puis après vous retravaillez pour l'intérieur. Enfin voilà, je pensais ça, mais il n'y a pas eu de choses qui m'ont marqué particulièrement. Donc ce monsieur, il crée un peu le pivot entre une indécision et une décision de sa médecine. C'est ça. Et donc là, Parcoursup, APB en l'occurrence, à l'époque, tu mets des facs de médecine. Oui, les facs de médecine, ouais. J'ai ma première fac, Qui donc était la fac de Paris-Descartes, parce que je trouve que c'était la proximité géographique surtout qui me plaisait le plus, parce que j'avais plein de copines qui faisaient médecine et qui ont choisi, elles, de ne pas faire Paris-Descartes, parce que c'est une fac qui était considérée comme plus difficile en première année, parce que beaucoup de physique, alors que bon, en plus mes copines, elles étaient super fortes en classe, donc je sais pas pourquoi elles avaient peur de ça. Et voilà. En plus, c'est une fac qui est reconnue. Et puis c'est la première fac de médecine de Paris, oui, c'est sûr. T'es bien formé pour après. Il y a juste le fait que ce soit une fac reconnue. Du coup, il y a beaucoup de gens qui sont très bons au lycée qui vont dans cette fac, et du coup, ça crée une complexité supérieure pour le passage des concours. C'est plus dur d'avoir... Alors non, c'est plutôt pas trop mal fait, parce que justement, même si c'est pas forcément trop représentatif, mais il faisait en sorte que, à peu près, en tout cas, il y ait le même nombre de mentions très bien, mentions assez bien. Il répartissait les mentions par fac Excellent, je sais pas. pour essayer que ce soit un petit peu plus homogène. D'accord. Moi, je pensais que c'était, tu vois, fonction de ton affectation dans une fac, tu avais du coup genre un terreau de gens extrêmement forts qui allaient passer des concours sur une académie ou sur un lot de fac mis bout à bout. Et du coup, genre, c'était plus dur d'avoir ton concours, de passer un peu la barre du... Non, non, après, enfin voilà, après, encore une fois, je sais pas à quel point c'était vraiment exactement pareil, le nombre de mentions, etc. Mais en tout cas, ça a été considéré comme plus difficile parce que les cours étaient plus difficiles, parce que chaque fac a son propre concours en première année, ce qui est différent de la 6e année où ça a un concours national. Là, c'est un concours par fac.
Donc le concours était considéré comme plus difficile. Et donc les gens qui préféraient apprendre des trucs par cœur, ils allaient dans d'autres facs, quoi. J'avais ce souvenir-là, ouais. J'avais ce souvenir-là que des Parisiens allaient dans des villes autres en France pour se donner plus de chances d'avoir le concours. Oui, et puis je pense aussi il n'y a pas forcément le même ratio de gens qui s'inscrivent et qui passent en deuxième année. C'est vrai qu'à Descartes, on était, je crois, 2000 inscrits pour 300 places. C'était la fac où il y avait le plus d'inscrits, je crois. Alors que peut-être qu'en province, tu as moins d'inscrits. Enfin, tu as plus de chances de passer aussi parce que tu as moins de personnes. Donc tu intègres après ton lycée Paris-Descartes. Ouais. Comment ça se passe? Eh ben, comme j'étais à Fonklin, je pense que j'avais un bon bagage initial. Et donc, j'ai été très motivée au tout début. Parce que de base, je suis pas trop une grosse bosseuse. Je sais même pas pourquoi j'ai pris médecine à ce moment-là. Parce que j'ai toujours pas aimé faire mes devoirs à la maison. D'ailleurs, je les faisais pas vraiment. Je les faisais jamais. Enfin, je les faisais rarement. Que quand c'était vraiment obligatoire. Même parfois, je revenais le matin et je recopiais les devoirs. Un artiste un peu fait ça, ouais. Donc, j'étais pas vraiment l'élève prédisposé à réussir ma première année, etc. Et du coup, non, effectivement, au début, je me suis hyper motivée parce que l'excitation de l'arrivée en médecine, etc. J'avais fait le Medisup, qui est une prépa de pré-rentrée que quand même beaucoup de gens font. Les gens qui ont de l'argent ont de la chance de le faire puisque c'est privé, donc c'est cher. Et voilà, donc je pense que je démarre pas trop mal. Et puis assez rapidement, mon naturel revient au galop et j'ai du mal à rester concentrée des heures pour travailler. Donc je prends du retard, je travaille moins bien. Et donc finalement, le concours se passe en 2 semestres. Mon premier semestre, finalement, je sais que je n'aurai pas la première année en 1 an puisque je suis 800. Du coup, je crois que c'était un peu plus de 2000, mais il faut être dans les 350. Donc c'était même si tu peux rattraper des places, c'était mort. Parce que le concours de fin de semestre 1 est déjà comptabilisé pour le... Ouais, c'est les 50%. D'accord. C'est 50% semestre 1, 50% semestre 2. Donc là, globalement, si t'es 5 ou 600, tu peux encore rattraper, mais si t'es 800, c'était compliqué. Mais bon, c'était complètement de ma faute, j'avais un peu lâché à un moment. Mais le deuxième semestre, j'ai un regain de motivation. Je me dis pas, c'est foutu, même si je savais que c'était foutu pour cette année, mais je me dis, allez, je me motive pour l'année prochaine, quand même, pour garder de l'avance. C'est un peu bête de lâcher. Je bosse pas mal au deuxième semestre et finalement, je remonte pas mal de places parce que j'arrive genre 550, un truc comme ça. Voilà, et donc je me dis, bon, allez, c'est bien parti pour la deuxième année. Donc finalement, la deuxième année se passe bien. Un peu plus stressant puisque là, tu te dis que c'est ta dernière chance. Parce que du coup, tu as 2 chances pour passer le concours. Alors, avant, oui, maintenant, non. Et je pense que c'est une bonne chose qui ait permis d'éviter ça parce que du coup, là, tu perdais 2 ans si tu ratais, ce qui est quand même un peu chaud. Après, tu peux toujours, donc si tu rates médecine, tu as les autres options. En tout cas, à mon époque, tu avais les autres options où tu pouvais faire sage-femme, pharmacie ou dentaire. Enfin, c'était aussi un concours, mais souvent les places partaient plus tard. Ou tu pouvais aller en bio. Je pense que quand même, tu avais ta première année qui était validée, du coup, mais je sais même pas exactement. Maintenant, je crois que c'est un peu réorganisé justement pour éviter qu'il y ait des gens qui se retrouvent après 2 ans à avoir fait 2 ans pour rien. Et maintenant, ils permettent plus de redoubler et c'est pas mal parce que, en fait, c'était un peu le cercle vicieux, c'est que les gens redoublaient. Donc, il y avait beaucoup de gens qui redoublaient qui passaient en deuxième année. Je crois qu'il y avait 2 tiers de doublons à chaque fois qui passaient. Il n'y a pas de malus pour les doublants? Non, il n'y a pas de malus. Il y a ça dans certains concours. Ouais. Il me semble que les concours, peut-être que j'ai une énorme bêtise et je mettrai quelqu'un sur le podcast pour en parler mieux que moi, mais il me semble que sur les concours pour les écoles d'ingé, quand je fais des classes préparatoires MP, PC, etc., que tu as effectivement un malus qui s'applique aux gens qui cubent Ouais, ok. et donc qui font 3 ans au lieu de 2, ce qui peut avoir du sens. Oui, c'est vrai que ça peut avoir du sens. En même temps, c'est un peu enfoncer le clou. Double peine. Ouais, c'est un peu la double. Voilà, et puis en plus, bon, je dis pas que tout le monde peut avoir médecine, mais je veux dire, si on est vraiment motivé, et je pense que c'était plus dur quand du coup, on avait déjà raté 2 ans, donc à la fin, je pense qu'on se dit, ok, genre, je veux plus faire médecine. Mais si on rate la première année, on a perdu entre guillemets un an, mais en fait, on peut faire la licence de bio et t'as des passerelles ensuite. Donc finalement, avec beaucoup de motivation, je dis pas parce que ça te rajoute quand même des années par rapport à quelqu'un qui a fait médecine normalement. Tu peux quand même faire médecine. Donc je pense que c'est pas mal comme réforme, ça, pour le coup. Donc tu fais ton premier semestre, ton deuxième semestre, tu finis proche de... Ouais. Donc je me dis, ça va être cool pour la deuxième année. Et puis finalement, ça se passe bien la deuxième année. Je
je réussis mon concours, donc trop cool. Trop bien. Tu fais combien? Du coup, bon, j'ai réussi mieux mon premier semestre. Je fais 97 au premier, puis après, je finis genre 230, un truc comme ça. Excellent. Parce que là, pour le coup, c'est vrai que la deuxième année, la fin est vraiment longue. Voilà, ça trop marche. Parce que tu revois exactement les mêmes Ouais, c'est cours. exactement pareil. Enfin, après, il y a des petits trucs qui peuvent changer d'une année à l'autre, mais c'est globalement la même chose. Heureusement, quand même. Et tu es capable, toi, en première année, de savoir ce sur quoi tu as eu des carences? Ah oui, complètement. Genre, tu es assez logique sur le fait que sur un chapitre, tu été moins bonne et donc tu vas acheter davantage ce chapitre-là. C'était presque des matières, moi, que j'avais un peu... justement, la physique et la chimie, je sais pas pourquoi, je m'étais complètement délaissée de ce... En fait, une fois que tu prends un peu de retard, c'est dur à rattraper. Du coup, je m'étais beaucoup plus focalisée dessus. C'est pour ça que j'ai bien réussi le premier semestre de la deuxième année. Et je pense qu'après, je me suis dit, bon, j'avais bien bossé l'ENA, mais en fait, un an, tu retiens pas tout ce que tu as fait. Et donc, voilà, c'était plus dur après. D'accord. Donc, tu passes du coup en deuxième année, Ouais. au bout de 2 ans, après ce deuxième concours. Et du coup, tu lances ton tronc commun de C'est ça. 5 ans. Alors, à ce moment-là, la deuxième et la troisième année, c'était beaucoup plus tranquille. Maintenant, comme tu passes le concours en cinquième année, donc tu as plutôt que un an où c'est un peu tranquille. Mais la deuxième, troisième année, c'est une année de fac classique, comme tout le monde. On peut un peu plus profiter de la vie, disons, d'étudiant. Donc ça, c'est cool. Est-ce qu'il y a des gens qui explosent en vol parce qu'ils ont tellement donné en première année? Alors, tu as quand même, je pense, acquis une capacité de travail assez importante. Et donc, moi, c'est ce que je faisais. Je travaillais que pour les partiels, mais j'arrivais à me faire des grosses horaires la semaine avant les partiels, quoi. Parce que quand même, finalement, c'est pas rien non plus. On avait des gros... Ben, tu vois, tu avais cours tous les jours, normalement. Alors, t'es pas obligé d'aller en cours parce que c'est la fac, mais... Et du coup, moi, j'allais pas en cours. Et je bachotais sur la dernière semaine avant les partiels, ce qui est pas du tout une chose bien à faire, mais en tout cas, ça te permet quand même d'avoir tes concours. Il y a peu de gens qui ratent après les années suivantes, sauf ceux qui veulent ou ceux qui, tu vois, qui veulent se faire une année de plus tranquille ou tu vois, des choses comme ça. Et donc, tu fais deuxième, troisième année, plutôt sur un système universitaire classique, Ouais. comme tu me disais. Et tu attaques du coup 4, 5, 6. 4, 5, 6. Et là, tu commences à rentrer dans le Du sujet. En gros, à partir de la quatrième année, on commence vraiment à te parler de l'internat parce qu'en fait, à partir de la quatrième année, tu commences à voir le programme que tu vas avoir au concours de l'internat, donc à faire, nous on appelle ça des items, c'est des chapitres en fait. Donc je crois qu'il y en a genre 500. T'as 500 chapitres à connaître. Tu vois les 500 chapitres? Ouais, C'est sur pas- les 3 ans. C'est pas un truc à tiroir où tu tires, il y a quelques items sur les 500 que tu vois. Non, c'est les 500. Non, il faut il faut voir tous les items parce que tous les items peuvent tomber au concours, quoi. Et un item, c'est combien d'heures de cours? Ouais, c'est 2 heures, quoi. D'accord. Je sais pas, je dirais ça après, mais ça dépend des items. Mais c'est ça, c'est un chapitre. Sympa. Donc pendant 3 ans, tu vois 500 items. C'est ça. Disons que tu fais vraiment le gros en quatrième et cinquième année, et la sixième année, c'est un peu pour réviser. Tu as des nouvelles notions en sixième année, mais c'est surtout de la révision, pour revoir tout. Donc là, ça fonctionne en matinée à l'hôpital et bibliothèque l'après-midi jusqu'au soir. T'as dû poncer les bibliothèques. T'es Ouais. allé où, toi, à la bibliothèque à Paris? J'allais soit à la bibliothèque de la fac au Cordelier, soit à la Biome, c'est juste en face des Cordeliers, aussi à Odéon. Et après, il y avait aussi des bibliothèques dans les hôpitaux. Et notamment à Georges Pompidou, il y avait une petite bibliothèque un peu intimiste qui était sympa, surtout si tu étais en stage. En fait, tu allais un peu aux bibliothèques où tu allais en stage. Tu avais une bibliothèque à Cochin aussi, donc si tu étais en stage à Cochin, tu allais à la bibliothèque de Cochin. Ça, c'était pratique. Il y avait des bibliothèques qui se remplissaient d'étudiants juste avant les partiels. Tu avais les mi-termes et les finaux. Nous, en l'occurrence, plutôt en école de commerce, tu voyais un pic de fréquentation dans les bibliothèques. C'était fou. Tu voyais tout le temps tes camarades de classe qui étaient là, qui étaient assis pendant des heures et des heures à bachoter avant de passer leur partiel. C'était marrant. Bah, nous, le truc, c'est que c'était tout le temps blindé. Ouais. Nous, c'était continu. C'est vraiment... En fait, tu réserves ta place parfois le matin avant d'aller en stage. Tu te mets tes affaires pour pouvoir avoir ta place l'après-midi. Ou t'arrives tôt à 7h. T'arrives à ça, ouais, bon, là, tu t'as stage à 8h, 9h, quoi. Donc, mais tu mets tes affaires avant pour garder ta place. Donc, vous faisiez partie des gens qui avaient leurs affaires sur une place Ouais. et qui n'étaient même pas là. Si t'étais pas là, bah non. Mais bon, ça, c'était t'avais le droit de le faire surtout en sixième année. En sixième année, c'était complètement accepté. En cinquième année, un petit peu moins. Et les stages, raconte-nous un peu les stages que tu as fait. La fac où j'étais, ça c'était hyper bien parce que tout le monde trouvait son compte sur l'année en tout cas. Tu choisissais tous tes stages de l'année
au début. En fait, tu classais les stages en fonction de 5, tu voulais vraiment ce stage, et 1, tu voulais absolument pas ce stage. Donc, c'était un peu long à faire. Tu mettais des notes à chaque stage. Et après, tu te retrouvais globalement avec un 5-5-3 ou un 5-4. Donc, c'était bien fait, parce que pour d'autres facs, c'était un peu plus aléatoire. Et donc, moi, j'ai fait pas mal de spécialités. L'avantage de notre fac aussi, c'est que déjà, les hôpitaux sont à Paris, sont tous intramuros, contrairement à d'autres facs de Paris où ça peut être un peu long. Donc ça, c'est quand même pratique, surtout quand tu dois aller à la bibli après. Et une autre chose, c'est que moi, j'ai remarqué ça, comme j'ai été interne dans d'autres stages qui correspondaient à d'autres facs, où je trouve que les externes, donc le terme externe, ça veut dire c'est les étudiants en médecine de la 4e à la 6e année. C'est ceux qui font des stages le matin, juste. Et qui, du coup, sont que observateurs, entre guillemets. Ils n'ont pas de rôle de prescription. Ils ne prescrivent pas. En revanche, ils ont quand même pas mal de rôles, notamment des rôles de secrétariat. Mais non, leur vrai rôle, c'est d'aller voir les patients le matin et de faire l'observation du patient, notamment les nouveaux patients, demander les antécédents, les allergies, les machins, de faire l'examen clinique et de dire à la fin, ok, je pense qu'il a telle maladie. C'est ça le gros rôle. Oui, et puis après, prendre des rendez-vous. Et après, avant de prendre les rendez-vous, ça fait sûr que c'était vraiment pas mal aussi comme rôle. Donc les externes, donc moi j'ai fait pas mal de ça, j'ai fait de la cardiologie, de la pneumologie. Quand tu choisis tes stages, tu as une liste. En gros, c'est comme si tu avais une liste avec tous les stages. C'est ça. Donc, c'est quoi ces stages par spécialité plus localisation? Donc spécialité localisation. Et donc en fonction, c'est pas mal fait aussi, c'est-à-dire que nos stages, donc on avait l'année organisée en trimestre, et donc on avait des partiels à chaque fin de trimestre, et on avait des partiels pour telle ou telle matière à chaque fin de trimestre, et tu avais des stages qui correspondaient à une de ces matières. Donc tu avais ta liste de stages, nous on appelait ça, chaque trimestre on appelait ça des pôles, pôle 1, pôle 2, pôle 3. Pôle 1 par exemple, c'était cardiologie, pneumologie, réanimation. Et donc tu avais tous les stages de la fac possible dans ces 3 matières, et donc tu choisissais ce qui t'intéressait le plus là-dedans. Et donc tu avais forcément, et ça c'était bien fait parce que donc, tu mettais en pratique au moins une partie de ce que tu allais voir en partiel. Donc ça c'est ça qui était très bien fait pour la fac, pour notre fac. Quand est-ce que tu pars au Sri Lanka et en Colombie? Et donc je pars au Sri Lanka, en Colombie, donc tu as le droit de faire 2 stages à l'étranger, 2 stages d'été à l'étranger. Donc moi je l'ai choisi de le faire en fin de 4e année et en fin de 6e année. Donc fin de 6e année, c'est après le concours de l'internat. Et fin de 4e année, c'est parce que c'est encore l'année où tu peux vraiment prendre des grandes vacances. En fin de 5e année, tes grandes vacances, c'est beaucoup de boulot, puisque t'es à même pas un moment du concours. Oui. Et donc, je pars 2 mois au Sri Lanka avec Hippolyte et d'autres personnes de la fac. L'hôpital, il est déjà... c'est toi qui le source? C'est nous qui le démarchons. Ouais. Au Sri Lanka, personne n'était jamais allé là-bas. Et on le démarche. Le seul critère, c'est que ce soit un hôpital universitaire, avec du coup le directeur d'hôpital qui accepte qu'on vienne faire le stage pour 2 mois. Enfin, officiellement 2 mois, et en fait, on fait 1 mois. Faut profiter quand même un peu du pays. C'était où au Sri Lanka? C'était à Anuradhapura. Donc, c'est une ville au nord enfin, pas tout au nord, mais centre-nord, disons. Et donc, c'était vraiment une ville campagne, quoi. Une ville campagne avec... genre, le seul resto occidental, c'était un Pizza Hut, et sinon, c'était que des trucs... C'était marrant. Et franchement, ça, je conseille aux gens de le faire. C'est vrai que c'est pas du tout mis en avant, pour le coup, par la fac et par personne, alors que c'est assez facile. Il y a très rarement des refus. Enfin, en fait, il n'y a jamais de refus si tu trouves quelqu'un qui accepte. Donc, c'est vraiment une super opportunité, parce que l'été, franchement, être à Paris l'été alors que tu peux aller au Sri Lanka, c'est quand même dommage, quoi. Ah bah oui. Au Sri Lanka, c'était en fin de 6e année? Fin de 4e. Fin de 4e et Colombie, fin de 6e. Ouais, c'est ça. Colombie, c'était où en Colombie? Et Colombie, c'était à Bogota. Et pareil, on a fait 1 mois à Bogota, et après, on a voyagé. Et là, c'était un peu moins sympa parce que le Sri Lanka, vraiment, pour le coup, on a appris plein de trucs. Enfin, l'hôpital, il était hospitalisation, c'était une énorme salle avec des patients qui dormaient tête bêche parfois parce qu'il n'y avait pas assez de lits, et qui étaient trop mignons, qui étaient hyper respectueux, qui parlaient Sri Lankais, ils parlaient pas anglais. En revanche, les Sri Lankais parlent anglais quand ils font leur visite, les visites des patients. Entre eux, enfin, entre
l'interne qui présente et le chef, parce qu'ils ont leur mode d'apprentissage, c'est le modèle anglais. Et du coup, donc ça, c'était hyper intéressant, alors qu'en Colombie, on s'est retrouvé dans un hôpital de riches, genre style hôpital américain à Paris. Donc il y avait plus de médecins que de patients, et bon, on n'a pas trop appris, mais c'était sympa d'être là-bas. D'accord. À chaque fois, quand tu repères l'hôpital et que tu le sources, tu le démarches, comment tu t'y es pris? Sri Lanka, c'est moi qui ai trouvé sur Internet. C'était Internet. Hôpital universitaire. J'ai mis hôpital universitaire Sri Lanka et j'avais démarché plusieurs hôpitaux. Et je crois que c'est le seul qui m'a répondu. Et ça a été hyper facile. Et Colombie, c'est une copine qui s'en est occupée parce qu'elle avait une connaissance là-bas. Et puis après, il y a aussi les gens qui se refilent les plans d'année en année. Là, nous, on avait ouvert à chaque fois un truc. Et le site de la fac répertorie les contacts des gens. Donc ça, c'est cool aussi. Le site de la fac répertorie le contact des gens. Des gens, donc là où on a déjà fait un stage à l'étranger, quoi. Donc, c'est-à-dire que toi, quand tu démarches un nouvel hôpital, il répertorie le contact de l'hôpital. Donc, la base s'agrandit chaque année. Exactement. Ok, donc tu fais des stages au fur et à mesure, tu pars un peu à l'étranger. L'anglais s'améliore, évidemment. Évidemment. Et l'espagnol aussi, voilà. Donc, 1 mois de stage, 1 mois un peu à vadrouiller. Et donc, tu arrives en 6e année et donc tu passes ton fameux concours. Et ouais, ça c'est l'année un peu... Enfin, je trouve qu'elle est moins difficile que la 5e année, c'est la pire parce que c'est là où il y a les conférences 2 fois par semaine. C'est là où tu vas le matin poser tes affaires à la bibliothèque, tu fais ton 9h midi d'hôpital, tu manges ton truc. 16h, limite, même parfois 14h, ça c'est horrible. Tu finis aussi tard. Tu déjeunes rapidos et puis après tu bosses jusqu'à 20h, tu te fais un petit dîner et après tu... Petit dîner, salade sur des beaux. Salade Sodebo, ouais, souvent. Non, franchement, c'était terrible ça. La conférence, ça t'apporte quoi comme connaissance? La conférence, ça permet de... Du coup, tu dois préparer ta conférence en ayant des QCM style QCM que tu vas avoir au concours. Et après, ça réaborde les items qui ont été... Enfin, ça aborde en fait une... Ça fait des espèces de révisions, quoi. Mais qui fait la conférence? C'est des conférences privées, hein. Enfin, là, je parle de conférences privées. Il y a des conférences de la fac qui sont en 6e année. Ça, c'était tous les samedis matins. Mais là, les conférences 2 fois par semaine le soir, c'est des conférences privées d'internes en médecine en général qui ont passé assez récemment le concours pour être assez au fait, qui essaient de dire ça, c'est des items tombables, ça un peu moins, ça dans cet item, c'est ça qu'il faut vraiment, sur lequel il faut vraiment parce que je pense qu'ils ont l'expérience peut-être aussi, comme c'est les PUPH, enfin c'est les professeurs universitaires qui font les concours. Quand t'es vraiment tout le temps à l'hôpital, tu sais un peu, enfin, t'imagines en tout cas quelles sont les questions qui peuvent être plus ou moins posées, ce que t'as pas forcément comme recul quand t'es à fond dans ton item et tu sais pas quelles sont les choses qui vont être plus ou moins importantes. Donc, ça te permettait un peu de savoir ce qui était plus important à connaître dans un item que d'autres, tu vois. C'est un peu comme du mentorat, quoi. Ouais, vraiment. Il y a combien de personnes dans ces salles de conférence? On était une centaine, je pense. Facile. Et en fait, vraiment, c'est un gros business, ces prépas privés. Déjà, il y en a plusieurs, mais bon, la plus grosse, c'est Califas, ce qu'on a fait avec Hippolyte. Déjà, il y a plusieurs soirs par semaine. Je crois que tous les soirs de la semaine, c'est possible. Mais tu prends tes sessions, par exemple, mardi, nous, on prenait mardi, jeudi, je sais pas. Et à chaque fois, il y a une centaine d'étudiants, donc je peux me dire que ça fait beaucoup. Waouh! Qu'en fait, eux, ils mettent en relation l'interne qui vient de passer les concours et qui est à l'hôpital avec une centaine d'étudiants en face de lui, à qui il pitch pendant 3 heures. Ouais, mais qui prépare bien son cours et son truc, hein. C'est pas un truc à la va-vite où il raconte sa life. C'est vraiment un truc où il doit avoir ciblé les points importants, avoir vu tous les items qu'on lui a dit dans le programme. Enfin, voilà. Toi, tu pourrais faire ça maintenant? Je pense que je pourrais pas le faire là maintenant parce que je suis un peu trop vieille. Mais probablement qu'il y a des gens qui ont commencé dès la première année d'internat et qui continuent encore parce que c'est bien rémunéré. D'accord. J'imagine que tu as 100 personnes qui payent X euros pour 2 soirs par semaine. Lui, il prend un cachet et l'organisme de mise en relation prend un énorme cachet aussi. Donc, c'est un beau business. Ouais. Mais c'est un business dans lequel, effectivement, un élève de 6e année de médecine, 5e, 6e année, qui a tellement cravaché pour en arriver là, il a envie de mettre toutes les chances sur le côté. Donc, c'est évident que lui aussi, il va être demandeur un plus. D'accord. Et donc là, tu passes ton concours de 6e année.
Et est-ce que ma question, c'est un peu, est-ce que dans le classement que tu obtiens, tu vois, c'est un classement qui te permettait de choisir un peu ta localisation et ta spécialité? Globalement, oui, puisque je suis dans les 4000 premiers. Enfin, je suis 2700 exactement. Donc, c'est quand même un bon classement. Enfin, je suis dans le premier tiers, quoi. Après, ça me permet pas d'avoir la pointe de la pointe, mais comme j'étais assez ouverte sur ce que enfin, je suis déçue de mon classement quand je l'ai parce que, voilà, je sais pas, on a un peu la pression de se dire qu'on veut être meilleur. Mais au final, je choisis un pédiatrie à Paris et je suis pas trop mal classée dans ma promo. Donc après, je peux avoir accès à des stages bien. Donc finalement, je suis contente. Puis on se rappelle aussi qu'au début, tu disais que pour toi, le fait d'être focus de longues heures, de travailler, de bachoter, c'était aussi quelque chose qui était pas évident, quoi, quand tu étais en première année. Là, tu bachotes 5e année, 6e année. J'imagine qu'il y a eu des bas que tu as dû faire face et tu arrives quand même à être dans le premier tiers au concours. Oui, oui. Non, mais la vraie raison de ça, c'est grâce à Hippolyte, mon mari, qui est un énorme bosseur Non, il est zinzin, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Il est zinzin, ce mec. et qui m'a porté vers le haut, mais fois 1000, ça c'est sûr et certain. Parce que, en fait, ben, j'avais envie de. Ça me mettait la pression de le voir autant bosser, donc je voulais bosser autant que lui. Puis je voulais pas le décevoir aussi, parce que, tu vois, forcément. Donc, oui, c'est sûr que j'ai eu de la chance d'être vraiment portée par le haut. Mais c'est lui, c'est vrai que quand tu as quelqu'un avec toi, en l'occurrence, c'était ton mari, ça aurait pu être une amie, un ami, etc., qui est dans le même train et qui fait office de locomotive sur la capacité à bosser, ça, on dit souvent que l'environnement est important. En l'occurrence, l'environnement pour toi, là, c'était Hippolyte Monnier, très proche, et ça t'a permis de te vouloir bosser. Et c'est cool. Mais celle qui a bossé, celle qui a passé le concours, ça reste toi. Non, mais c'est sûr, mais c'est cool d'être bien entouré, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. Je pense que tout le monde, à un moment donné de sa vie, peut se souvenir d'une personne, tu vois, avec qui il a bossé, avec partagé un objectif commun, et ce qui lui a permis de se donner de la force, que ce soit dans le sport, dans les études, dans le travail. Il y a souvent ça, ouais. Souvent ça. Ça laisse des bons souvenirs, un peu douloureux parfois, mais des bons souvenirs. C'est clair. Ok, trop bien. Bah, tu sais, je pense qu'on a couvert effectivement jusqu'à la 6e année. Et là, après, on arrive du coup à 6e année au niveau du concours. Sachant que là, t'es en 9e, 10e. Là, actuellement, Ouais. je suis même en plus que ça parce que j'ai fait un an de master qui compte quand même comme c'est pas une Bien sûr. ça compte pas dans mon internat, mais ça compte dans mes années d'études. Du coup, là, je suis en 10e année. 10 ans. Bah oui, si t'as eu Et là, j'ai fait 4 ans d'internat et un an. Non, c'est ma 11e année là. 11e année. Oui, ma 11e année là. Et raconte-nous, du coup, tu pars en pédiatrie du coup après ton concours. Ouais. Pédiatrie à Paris. Raconte-nous pourquoi est-ce que tu mets en pause ce cursus-là pour prendre un master. Parce que c'est une étape assez fréquente quand même en médecine. Pas du tout obligatoire, mais assez fréquente. Alors, il y a des gens qui font ça pour plusieurs raisons. Moi, je l'ai faite parce que je, s- je veux faire, du coup, je veux faire de la réanimation pédiatrique, donc c'est une spécialité hospitalière assez niche. Donc, et globalement, les gens font des masters. Enfin, on m'avait dit, et je pense que c'est la vérité. Pour avoir un poste, il faut faire un master 2. Donc, j'étais un peu obligée d'en faire un. Après, j'aurais pu en faire un peu n'importe quand. J'aurais pu en faire un plus tard, notamment. Là, je l'ai fait à ce moment-là parce que j'ai un peu suivi Hippolyte qui voulait lui en faire un à ce moment-là. Et que c'est un rythme qui est très différent de l'internat, donc je voulais qu'on ait un peu le même rythme et pas qu'on soit décalé là-dessus. Et puis, la curiosité quand même de voir autre chose que l'internat de médecine et de voir un peu de la recherche, justement. Alors, pas forcément une bonne expérience finalement pour moi, mais intéressant de voir que tu peux faire autre chose. Pourquoi pas une bonne expérience? J'ai pas j'ai été très mal encadrée, enfin, j'ai même pas été encadrée, puisque je devais être encadrée par un médecin super anglais qui devait venir travailler en France et finalement qui n'a pas pu avoir ses papiers pour travailler en France. Donc, ça a été de l'encadrement à distance, mais lui qui avait un boulot de malade, donc en fait, c'était des calls à 22h, 2 fois par semaine sur des choses que moi, je maîtrisais absolument pas, puisque c'était de faire du codage, alors que j'avais jamais entendu parler de codage avant. Donc, c'était difficile. Donc, voilà, c'était pas une bonne expérience parce que j'ai été très mal encadrée. C'est quoi la thématique de ton master 2?
C'était la transcriptomique. La transcriptomique. Déjà pour le prononcer, il faut prendre de l'élan. Transcriptomique. Transcriptome, c'est les ARN. Tu vois, les Ok, ARN. oui, oui. Les Ça rappelle à mes cours de SVT, un peu de culture G quand même. ARN, et du coup, Voilà, c'est les ARN. Et donc, transcriptomique, ça étudie tous les ARN. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les ARN messagers, puisque c'est ceux qui vont produire des protéines. Et donc, en fait, moi, je faisais du codage sur justement tous les ARN. Ma thématique, c'était l'infection du nouveau-né à la naissance. Il y a des nouveau-nés qui ont des infections sévères, très graves, qui peuvent mener au décès. Et nous, on avait une cohorte de patients du Bénin, donc où c'est beaucoup plus fréquent, les infections, forcément, qu'en France. Et du coup, on avait quand même pas mal de bébés infectés. Et donc, j'ai essayé de regarder s'il y avait des gènes qui pouvaient être plus présents chez des enfants qui avaient eu cette infection par rapport à ceux qui n'en avaient pas eu. Mm. Mais c'était du codage, et du coup, voilà, c'était compliqué. Mais sur le principe, le sujet était intéressant. Et finalement, je suis contente de la finalité de mon truc. Et puis, c'était une année complètement différente où j'ai pu faire des remplacements. Donc, même sur le plan professionnel, médical, j'y ai trouvé mon compte parce que j'ai pris beaucoup d'autonomie. Enfin, je me suis beaucoup autonomisée puisque j'ai vraiment été médecin, pas supervisé, quoi. Je prenais mes vraies décisions. Donc, ça, c'était bien. Je faisais des gardes de chef aussi en réanimation néonatale. Donc, pareil, ça me permettait de m'autonomiser. Waouh, c'est dur. Non, c'est dur. M'autonomiser. Voilà. Waouh. En fait, on a dit tellement de mots compliqués là. J'ai oublié le précédent sur le Master 2. C'était la Transcriptomique. transcriptomique. Mais donc voilà, non, c'était une expérience que je regrette pas, hein, mais c'était pas la meilleure expérience. Et puis ça permet, comme j'ai dit au début, comme on fait des remplacements, ça permet de gagner mieux sa vie. Donc ça nous a permis d'acheter un appartement. Finalement. Oui. Il n'y a pas que des mauvais côtés, c'est sûr. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, et donc, non, mais juste pour revenir au master, donc c'est quand même une étape souvent assez fréquente chez les internes. Ça peut être obligatoire pour certaines personnes pour avoir des postes après à l'hôpital, pour ceux qui travaillent à l'hôpital. Après, ça peut être juste par intérêt de voir un peu comme moi j'ai fait. Et puis, oui, c'est par obligation pour ceux qui veulent faire une carrière universitaire, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, ça te rajoute un an, puisque ça ne valide pas un an interne pour le coup. Et donc, tu as fini ce Master 2, c'était quand? C'était l'année dernière. Donc là, ouais, en novembre dernier. Là, tu as repris l'internat, Là, j'ai fini un an d'internat, quoi. 2 semestres. 2 semestres. En fait, un semestre validé, un semestre non validé par la naissance de Gustave. Ah oui. Donc, ça a repoussé d'un semestre ton diplôme, Ouais. qui est en mai 2025, tu disais. C'est ça. Donc là, il te reste un semestre, tu vas le faire à Marseille. Non, à Paris, c'est après. D'accord. Tu fais un semestre à Paris, Ouais. tu valides ton diplôme. Ouais. Et après, docteur junior, je commence à Marseille. Je fais 6 mois à Marseille de docteur junior. Combien de fois tu peux partir comme ça dans d'autres villes? 2. Donc, tu en as déjà fait une. Ouais, ça sera la deuxième. Ok, deuxième mouvement. Ok. Est-ce que dans ton parcours, il y a des choses qu'on n'a pas forcément couvertes ou des choses que je trouve importantes à dire à des gens qui nous écouteront et qui se poseront des questions sur leur propre parcours à eux? Dans mon parcours professionnel, non, ce que je peux dire pour l'équilibre en médecine, moi j'ai fait du sport universitaire et c'était hyper important. Mm. Et je pense que ça, c'est même pour se faire des copains à la fac, c'est hyper important. J'étais dans une équipe de rugby, c'est comme ça que j'ai rencontré Hippolyte en plus. Mm. Donc, Mais que des bonnes choses. Mais ça, je pense que ça a été. Ça permet en fait de réussir à travailler à côté parce que tu as un échappatoire vraiment avec des copines, avec du vrai sport, tu te défoules et tu fais on a fait plein de compétitions. On est parti en tournée aussi, on est parti au Canada, en Irlande. Enfin voilà, ça te permet d'avoir aussi des bons côtés à la fac. Parce que médecine, ça peut être un petit tunnel si jamais tu fais que ça. en fait, tu cites les piliers que tu dois aussi avoir pour rester un peu sain d'esprit et résilient. Le côté, en l'occurrence, tu as eu la chance de rencontrer Hippo assez vite finalement. Troisième année, ouais. Troisième année, donc tu as eu Hippo en copain plus mari, tu as eu le rugby, tu as eu des copains qui étaient aussi hors médecine, qui te permettaient Ouais, c'est sûr, d'harmoniser un peu tes relations. Donc ouais, parce que quand tu dois tenir entre guillemets 11 ans, même si tu es passionné par ton métier et que c'est un métier
dont on dit que c'est beaucoup un métier vocation, tu as quand même besoin d'avoir tout ça. Ouais, c'est sûr. Et là, tu as Gustave dans tes bras qui dort depuis 2 heures déjà. C'est clair. Exceptionnel. Je pensais vraiment qu'on allait avoir Gustave qui allait hurler de temps en temps. En fait, c'est bien passé. Dernière phase 3, c'est une question toute simple. C'est à partir de là, maintenant, tu vas finir du coup en mai 2025. La partie plutôt, tu vas être diplômé en pédiatrie. Tu vas partir à Marseille 6 mois. Est-ce que tu as des projets pour la suite? Et des projets professionnels, du coup? Ouais, plutôt pro. Et ben, bien sûr. Du coup, là, j'ai comme projet déjà de finir mon internat et de finir mon docteur junior. Ouais. Donc, en réanimation pédiatrique. Donc là, je vais faire... En fait, le docteur junior, c'est uniquement la surspécialité que tu choisis. Donc moi, j'ai choisi réanimation pédiatrique, donc je vais faire que de la réanimation pédiatrique pendant 2 ans. Et ensuite, la suite, c'est de faire un post-internat, on appelle ça. Donc le post-internat, c'est soit chef de clinique, soit assistant. Chef de clinique, c'est le côté universitaire, donc tu dois donner aussi des cours à la fac et tout en plus. Assistant, voilà, tu es juste un post-internat classique où tu es à l'hôpital. Donc ça, c'est un peu aussi un passage obligatoire pour tout le monde, toutes les spécialités, même ceux qui vont pas faire de l'hôpital, parce que c'est un passage qui est obligé pour faire du secteur 2 ensuite, si on s'installe en ville. C'est-à-dire que quand on s'installe en ville, soit on fait tarif sécu, ça s'appelle secteur 1, soit on fait dépassement d'honoraires contrôlé, ça c'est secteur 2. Et donc, pour s'installer en secteur 2, on doit avoir fait un post-internat obligatoirement. On ne peut pas juste finir son internat et... bah. En revanche, si tu fais du secteur 1, tu peux très bien avoir fait tes 4 ans de dermatologie et faire de la dermato en ville, mais juste tu seras toute ta vie en secteur 1. Tu n'auras jamais le droit de faire de secteur 2. Tu peux revenir après faire du... Et ben, je ne sais pas comment tu fais. Je crois que ton assistanat, enfin ton post-internat, tu dois le faire quand même dans un laps de temps après ton diplôme. C'est marrant, c'est 2 titres, soit assistant, soit chef de clinique, tu disais? Ouais, c'est ça. C'est marrant qu'il y ait 2 intitulés qui soient aussi différents. Il y en a un, on a l'impression que Chef de clinique assistant, D'accord. le vrai nom, CCA, on le dit. Et assistant spécialiste, ouais. Non, c'est juste que dans chef de clinique assistant, il y en a un, t'as l'impression que t'es en train de manager les équipes. Ouais. Du coup, t'es chef. Il y a des noms bizarres, mais c'est un jargon un peu médical. D'accord. On sait juste que les chefs de clinique assistants, c'est plutôt l'universitaire. Ouais, c'est ça. Et les assistants. Et en pratique, quand toi t'es interne et que t'as un chef avec toi, qui soit assistant ou chef de clinique, enfin moi parfois je sais même pas s'il est assistant ou chef de clinique, toi ça te change rien personnellement, quoi. Ok. Et même la personne, c'est juste que le chef de clinique, il est rémunéré par la fac, du coup il doit faire des cours à la fac. D'accord. Il doit avoir un rôle universitaire. Et donc, t'as ça. Donc ça, voilà, je ferai ça après mon docteur junior. D'accord. Et ça peut aller de 1 à 4 ans, en gros. Donc c'est un peu en fonction de tes opportunités. Et ensuite, moi, je vais rester à l'hôpital. Pour l'instant, en tout cas, bien sûr, on verra Mais en tout cas, pour l'instant, faire de la réanimation pédiatrique, c'est évidemment qu'à l'hôpital, que dans peu d'hôpitaux, puisque c'est vraiment une surspécialité assez rare. Enfin, en Ile-de-France, on en a pas mal. Il y a 5 réanimations pédiatriques, mais sinon, dans le reste, au total, je crois qu'il y en a 20 ou 30 peut-être. Donc, ça fait pas énorme quand même. Et voilà, après, j'aurai un diplôme de pédiatrie et j'aurai une surspécialité je passe quand même une espèce d'option, ça s'appelle une option réanimation pédiatrique. Mais j'aurai un diplôme de pédiatre, donc je pourrais très bien, à 45 ans, me dire je vais m'installer dans un cabinet de pédiatrie et voir le patient de pédiatrie. Ce que tu disais un peu plus tôt, ouais. Ouais. En fonction un peu de ta temporalité, l'évolution dans le temps de tes envies, Ça. tu auras cette possibilité-là. Très bien. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu veux partager avec les gens qui nous écoutent, ou est-ce qu'on s'est dit beaucoup de choses, hein. On s'est dit beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui vont être à manger, disons, pour les gens qui vont nous écouter. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter qu'on n'aurait pas forcément couvertes? Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un super métier. Franchement, moi, j'en suis très heureuse. Et que, enfin voilà, je pense que je reviens juste aux 2 avantages principaux, je trouve, dont on a parlé tout à l'heure. C'est vraiment un métier qui a du sens et puis qui est très intéressant intellectuellement parlant. Donc c'est sûr que c'est 2 choses, je pense que pas mal de gens recherchent dans un métier. Donc voilà, c'est sûr. Et puis
Et puis je trouve que les choses avancent plutôt dans le bon sens quand même. Maintenant, même en médecine, les mentalités changent et le rythme de travail et les conditions de travail quand même deviennent meilleures avec le temps. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Et puis aussi, finalement, il y a pas mal de débouchés quand même en médecine qu'on ne soupçonne pas forcément quand on pense à la médecine en général. On peut faire plein de choses. Donc voilà, je te le conseille. Trop cool. Merci Loulou pour ton temps aujourd'hui, cet épisode. Avec plaisir. Je pense qu'il sortira d'ici peut-être 3 semaines, Parfait. mais je te tiendrai au courant par rapport à la sortie. Trop bien. Merci Rémi de m'avoir interrogé. Merci à toi. Merci à Lucie d'avoir été tout le cadre. Et merci à Gustave d'avoir été super cool. Ouais, super, trop cool. Merci tout le monde. À plus.